Bonjour à tous, on démarre à peu près à l'heure. Je vous remercie évidemment tous d'être ici. C'est le matin, il fait un peu moche dehors, mais vous êtes sortis de chez vous pour venir nous voir. Et c'est super, parce que nous-mêmes, on est contents d'être sortis de chez nous pour venir vous voir. On n'est pas du coin d'ailleurs, globalement, donc on a pris le TGV, on a pris les voitures pour venir, mais on est vraiment très contents. Moi, c'est la première fois que je participe à ce festival, mais j'en avais entendu parler, et je dirais qu'il est à la hauteur de la réputation qu'il a. Quand on vient, c'est encore mieux que ce qu'on imaginait avant. Donc je ne sais pas si du côté du public c'est une impression partagée, mais en tout cas du côté des animateurs ou des intervenants, l'organisation et l'organisation bénévole est largement au niveau de n'importe quelle organisation professionnelle. Donc c'est vraiment super qu'un festival comme celui-ci existe. Ça mérite tous les applaudissements du monde, nous sommes d'accord. Alors, comme j'ai peu dormi, je me retourne pour vérifier le thème du débat du jour. Et donc, je vous confirme que je suis Mathieu Souquier et que je vais animer une table ronde dont le thème est complotisme ou manipulation des opinions. C'est vrai, ça n'est pas une fake news. Ça n'est pas une vérité alternative, c'est vrai. En fait, nous allons parler de ce sujet-là tous les trois. Et donc, j'ai le plaisir, il m'arrive d'être en général speaker plutôt qu'animateur, parce que moi aussi, il m'arrive d'écrire des articles, des livres, etc. Mais là, je suis absolument ravi d'être le passeur de plat, le passeur de micro, ou le candide qui va poser des questions. Nous ne sommes pas tous des experts du complotisme, de la fabrique de l'information, de la fabrique de l'opinion. Donc, l'idée, c'est d'avoir évidemment des questions aussi ouvertes que possible, de faire en sorte que nos trois spécialistes présents sur le plateau soient aussi accessibles que possible dans leurs propos. Et puis, j'imagine que le thème vous intéresse, ça c'est sûr, sinon vous ne seriez pas là, et j'imagine que le thème peut susciter chez vous des questions. Donc on va causer ensemble une partie de la table ronde, mais je vous propose qu'une deuxième partie en fait soit consacrée aux questions de la salle, qu'on soit dans quelque chose de très interactif et de très décontracté. On est dimanche, on n'est pas à la messe, donc autant en profiter. Alors, petite présentation de nos trois intervenants. Je vais commencer, je vais user d'un code très conservateur, très traditionnaliste, mais du coup, voilà, un excès de galanterie dont je m'excuse. Je vais commencer par Anne-Sophie. Anne-Sophie, vous êtes économiste de formation. Vous avez même fait une thèse d'économie. Vous êtes journaliste. Vous êtes spécialiste des questions environnementales qui vous intéressent depuis longtemps. Mais vous marquez aussi une préoccupation ancienne pour les questions liées au métier de journaliste, à la fabrique donc de l'information et à la fabrique de l'opinion. Et votre dernier ouvrage, j'ai tout raté. J'ai laissé mes bouquins de l'autre côté, mais c'est pas grave. Votre dernier ouvrage est sorti il y a... alors, en fait, celui dont on va parler, est sorti en 2019, même s'il y a eu des ouvrages plus récents. Et le titre de cet ouvrage dont on va parler ce matin notamment, publié chez Actes Sud, le titre est « Les médias, le monde et nous ». Voilà. Mais vous avez des publications plus récentes. Le petit bouton. Bonjour à toutes et à tous. Le dernier, c'est L'Enquête sauvage, qui a été publié en mars dernier aux éditions La Salamandre. Super, exactement. Nathanaël Wallenhorst, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Vous êtes arrivé donc d'Angers hier soir, et vous êtes à la croisée des sciences de l'environnement, des sciences de l'éducation et des sciences politiques. Et votre dernier ouvrage n'est pas encore paru. Il paraîtra dans quelques semaines, et également chez Actes Sud, et le titre est « Qui sauvera la planète ?» Et ça nous intéresse de savoir qui sauvera la planète. Évidemment. Bonjour. La bonne nouvelle, c'est que donc quelqu'un va la sauver. Bonjour, on va parler du sauveur, oui, tout à fait. Dites-nous son nom. Et Thomas Huchon, troisième intervenant. Bonjour. Que je me réjouis d'avoir sur cette estrade. Journaliste d'investigation, réalisateur, spécialiste du numérique et par la force des choses devenu aussi spécialiste du complotisme, car le numérique est l'empire des complotistes. Vous êtes l'auteur d'une série sur le conspirationnisme pour LCP notamment. Vous avez fait cette série il y a quelques mois avec Rudi Reichstadt, un autre spécialiste du complotisme, du conspirationnisme. Et vous êtes par ailleurs l'auteur d'un livre paru il y a quelques mois chez First, dont le titre est Anti-Fake News. Voilà.
Alors vous, Nathanaël, puisque votre bouquin n'existe pas encore, vous n'avez pas pu le signer à côté, mais en revanche, Anne-Sophie et Thomas, vous étiez à faire des dédicaces. Mais ils signent les livres des autres, hein, du coup. Il y a pas de problème, hein, parce qu'ils sont un peu seuls, donc faut l'aider. Allez acheter des livres et faites-lui signer, même si c'est pas son livre. Il peut tout à fait prévendre son livre. C'est un peu moins cher en prévente. Ouais, on prévend en cash uniquement et sans prendre les adresses, mais vous inquiétez pas. Et ça passe par mois. Et ça passe par mois et ensuite on s'arrange. Trêve de plaisanterie, même si l'ambiance est bonne, le sujet du jour est grave, est évidemment grave. Tout petit propos liminaire, il se trouve que moi j'ai fait un livre sur le populisme il y a quelques mois. Le titre était 2022, la flambée populiste. Je m'intéressais à la flambée populiste dans le cadre de l'élection présidentielle et je faisais ça notamment pour le compte d'un think tank qui s'appelle la Fondation Jean Jaurès et j'avais épluché à l'époque beaucoup d'études, y compris sur le complotisme. Et en tout cas, nous disposons d'un outil à la Fondation Jean Jaurès qui s'appelle un baromètre de confiance. Et donc, je pense que je ne l'apprendrai à personne, mais dans ce baromètre de confiance qui permet de mesurer l'évolution de la confiance dans le temps vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions ou d'acteurs sociaux, on constate que tout en haut, vous avez l'armée et l'hôpital. Au milieu, vous avez la justice et les grandes entreprises. Et puis tout en bas, mais vraiment tout en bas, vous avez les représentants politiques, vous avez les syndicalistes, et puis vous avez les médias. Ah. Thomas a lu mon livre, que je vous recommande par ailleurs. Et il vient de s'en rendre compte. Mais c'est le bouquin que tu as écrit avec Damien. Exactement. Mais on n'est pas du tout là pour parler de mon livre. C'était juste pour expliciter en fait d'où je parlais et pour justifier mon propos introductif. Et dans ces mêmes enquêtes de confiance, on constate que la proportion de Français qui déclarent faire tout à fait confiance aux médias atteint des sommets, c'est-à-dire le chiffre de 2%. Voilà. J'imagine qu'une partie d'entre vous, du coup, parce que 2%, c'est quand même une statistique qui interroge, il y en a sans doute dans la salle parmi vous qui eux-mêmes ne font pas confiance, ou plutôt pas confiance, ou pas du tout confiance aux médias. C'est ça le contexte. On va essayer d'éclairer cette espèce de crise de confiance. Pourquoi effectivement on en est arrivé là. Dernier élément d'éclairage, ou avant dernier élément d'éclairage, on a vécu précisément une élection présidentielle où un candidat inattendu a fait irruption dans la campagne. Il a fini avec un score moindre, inférieur à ce que les sondages lui prédisaient, mais il a quand même fini dans les 4 premiers. Il fait partie des 4 candidats qui se sont fait rembourser leurs frais de campagne. Et il se trouve que Éric Zemmour, évidemment, dont je parle, est un journaliste, est un ex-journaliste. Donc c'est intéressant parce que c'est un fabricant d'informations qui s'est invité dans la campagne en agitant notamment la haine des médias, la haine des journalistes. Souvenons-nous que de tous les candidats, c'était celui qui, dans ses meetings, faisait cibler les journalistes et justifiait la haine de la presse. C'est quand même assez intéressant de voir que ces journalistes tant détestés, l'un d'entre eux est devenu candidat à l'élection présidentielle en agitant lui-même la haine de la presse et en la justifiant. Et donc évidemment, on va essayer de répondre à ces questions éminemment complexes. Nous n'avons sans doute jamais été aussi instruits qu'aujourd'hui, éduqués qu'aujourd'hui, car nous passons tous à l'école ou à peu près. Nous n'avons jamais été aussi informés qu'aujourd'hui, parce que nous consommons tous beaucoup d'informations, comme jamais nous n'en avons consommé. Et pour autant, en dépit de ce niveau d'éducation, d'instruction et d'information jamais atteint, le complotisme lui-même semble ne s'être jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Une sorte de paradoxe. Ou en tout cas, on a l'impression qu'il y a un paradoxe. Les théories complotistes prospèrent, que ce soit la mort de Lady Diana, que ce soit la mort de John Fitzgerald Kennedy, que ce soit l'origine du Covid, ou l'origine du sida, ou la réalité des attentats du 11 septembre ou d'autres, à chaque fois, une proportion significative de l'opinion remet en cause les grandes explications. Et dit bien souvent, on nous ment. Tout le monde nous ment, ou c'est plus compliqué que ça. Voilà, c'est ça aussi le complotisme, et c'est ça aussi le contexte dans lequel nous baignons en matière de fabrique de l'information et de fabrique de l'opinion. Donc je commence par une question hyper simple, mais comment en est-on arrivé là ? Donc vous avez 3 secondes et demie pour réfléchir et pour commencer à répondre. Qui veut commencer à répondre ? Allez, Thomas. Bonjour à tous, merci d'être présents. Et merci à Livre en Marche de nous donner la possibilité de présenter notre travail et surtout de venir à la rencontre du public.
comment on en est arrivé là? C'est à la fois une question très simple et une question très compliquée. Il y a plein de facteurs qui sont un peu des facteurs sociologiques, je vais dire, qui sont grosso modo la fin du XXe siècle coïncide avec une perte d'adhésion dans les grandes idéologies politiques, une perte d'influence des grandes religions monothéistes dans un certain nombre de pays développés. En même temps, une espèce de statu quo qui se crée autour de la société de consommation comme je ne vais pas dire le seul, mais en tout cas le lieu du consensus quelque part, en tout cas celui sur lequel les gens acceptent d'aller. Et en même temps, un autre phénomène qui est que la démocratie est un système extrêmement frustrant parce que on a toujours la possibilité de changer les choses et en réalité on n'a jamais vraiment la possibilité de changer les choses. Et donc dans ce contexte-là, eh bien notre manière d'accéder à l'information, notre manière d'accéder à la réalité, d'accéder y compris aux autres, c'est-à-dire de comprendre les gens qu'il y a autour de nous, ben il a été totalement perturbé par l'irruption, grosso modo, du numérique. Et en quelques années, en une vingtaine d'années, on a, à mon sens, vécu presque un basculement de civilisation dans lequel, grosso modo, bon an mal an, on essayait auparavant de produire la meilleure information possible pour un public qui était pas toujours au rendez-vous, mais il y avait cette ambition-là de produire la meilleure information possible parce qu'il y avait l'idée que cette meilleure information, eh bien, allait capter l'attention du public. Aujourd'hui, la logique, et notamment parce que vous avez pris de bien mauvaises habitudes avec vos petits téléphones portables d'essayer d'aller chercher de l'information, eh bien cette logique-là, elle crée une information gratuite dans laquelle la logique n'est plus la qualité de l'information, mais la capacité à capter de l'attention. Et dans ce nouvel univers dans lequel on cherche à capter votre attention en permanence, c'est un peu la version 2.0 hein, du Coca-Cola, du temps de cerveau disponible de Coca-Cola, de Patrick Lelay à la fin des années 90. Mais finalement, à l'époque, moi, ça m'est semblé horrible ce truc et ça me manque un peu. Je veux dire, on est tellement passé dans un autre extrême que finalement, les gars comme Patrick Lelay nous manquent un peu aujourd'hui. Et grosso modo, dans ce combat pour votre attention, eh ben, il y a un certain nombre de contenus qui marchent mieux que les autres. Grosso modo, tout ce qui touche plus vos émotions que votre réflexion, tout ce qui touche plus à la colère, à l'indignation, à les contenus les plus violents, les plus choquants, parfois les plus clivants, eh bien, tout ça va être poussé, mis en avant par des machines numériques, par ce qu'on appelle les algorithmes, hein, et grosso modo, notre vision du monde, eh ben, elle est impactée par ça. Et elle est impactée parce que on voit de plus en plus de choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà un peu, et quand on commence à mettre le pied dans, je sais pas, une question qui est pas débile, mais les vaccins sont-ils dangereux? Ben, vous pouvez poser cette question à Google, vous n'aurez jamais la bonne réponse. Même si vous avez la bonne question. Et donc, il y a une nouvelle mécanique qui s'est mise en place. Et à côté de ça, eh bien, dans ce chemin d'information, dans cette manière d'accéder à la réalité, auparavant, on était dans un exercice collectif, dans les partis politiques, dans les associations, dans les familles. On regardait le journal télévisé ensemble le soir, on en discutait ensemble. Eh bien, là, on est tous rentrés dans un chemin individuel. On a tous notre propre petit fil d'actualité qui correspond à ce que nous sommes ou à ce que les algorithmes ont décidé que nous sommes ou nous devons être. Et grosso modo, bah, sans s'en rendre compte, parce qu'on comprend rien à ces outils, hein, faut quand même le dire aussi à un moment, on comprend rien à ce qui se passe derrière nos écrans. Et ben en fait, il s'est passé ça. Et il s'est passé ça, et dans ce même temps, eh bien, des entreprises qui n'existaient pas sont devenues les plus puissantes de la planète, non seulement en termes d'influence, mais aussi en termes de capitalisation boursière. Et je me tourne vers l'économiste du plateau à cet instant. Mais donc, il y a un énorme renversement qui a eu lieu et dont on a, à mon sens, pas pris conscience et sur lequel il y a énormément de travail parce que dans cet univers-là, on pourra jamais rétablir l'idée d'une information de qualité. En fait, la logique même de ce nouvel univers dans lequel on s'informe, elle nous permettra jamais de gagner cette bataille-là. Et donc, voilà, selon moi, comment on en est arrivé là.
Oui, il y a plein de choses à faire et moi, mon enquête sur les médias est partie de deux choses. Moi, après ma thèse d'économie, je suis devenue journaliste parce que je trouvais qu'on ne parlait pas assez des problématiques essentielles, que ça tombait jamais dans la hiérarchie de l'information, à savoir les questions d'écologie, d'environnement, qui étaient sous-traitées à mes yeux. Donc j'ai commencé à travailler en freelance et en 2014, un repas de Noël, énième repas, où je sens des proches dans ma famille critiquer ma profession. Ah, les journalistes, tous les mêmes, ils racontent que des bêtises. Alors que moi, je me bats pour faire ce métier, le faire correctement, et je me dis, ça suffit, il y a un vrai problème, il y a un rejet. Mon frère, pareil, est tombé aussi dans des modes d'information nocifs. Et je réalise qu'on a un vrai problème de société. C'est civilisationnel, ça touche notre démocratie. Et même si la défiance existe depuis que notre métier de journaliste, de gazetier à l'époque, est né, il y a toujours eu cette défiance. C'est vrai qu'elle s'est accrue et qu'aujourd'hui, il y a différents symptômes. Alors, dans mon enquête, je pars du ressenti que vous pouvez avoir en disant il est réel. On peut être d'accord ou non sur les affirmations qu'on peut avoir dans le rejet de la presse et des journalistes, mais si vous le ressentez, ce ressenti-là, il faut le prendre en compte, il faut l'analyser, il faut essayer d'aller à la racine pour voir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc dans mon film, je pars de ça parce que avant le livre, il y a eu le film Les médias, le monde et moi, où je vais notamment à l'étranger et rencontrer des confrères et des consoeurs. Je rencontre notamment Élise Lucet qui elle parle de l'effet cours de récré, ou Eric Fotorino qui dit c'est l'effet menu au restaurant chinois, quoi. Maintenant on a un foisonnement, une abondance, on ne sait plus où donner de la tête. Et donc je n'avais pas capté que tu travaillais avec la Fondation Jean Jaurès, j'ai pas fait le lien moi non plus tout de suite, mais je crois que vous avez sorti un rapport récemment qui s'intéresse à la fatigue informationnelle. Je crois qu'il y a 34% de mémoire des Français et des Françaises qui ressentent cette fatigue informationnelle. Et il y a une autre enquête qui est sortie une semaine après qui explique qu'en gros aujourd'hui il y a 10% de personnes dans la société française qui arrivent à y voir clair, à maîtriser leur information, qui sont à l'aise, tout va bien. Il y en a 18%, et plutôt les jeunes, qui sont hyper connectés, mais qui éprouvent cette fatigue parce que je crois qu'on leur a vraiment enseigné depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo. Il y a eu beaucoup d'efforts faits en termes d'éducation aux médias, le fait qu'il fallait vérifier l'information, se méfier, remettre en cause, mais on s'informe sans savoir si on doit croire ou si on doit avoir confiance. Et puis après, reste une masse de personnes défiantes. Alors, il y a un public qui est plutôt féminin, qui se détourne de l'information parce que trop anxiogène. Et moi, vraiment, j'ai rencontré plein de femmes qui m'ont dit, moi, j'arrive plus à gérer cette charge d'informations négatives. Je dis pas que les hommes ne le ressentent pas, mais j'ai plus de femmes qui m'ont exprimé. Et dans l'étude, ça ressort aussi. Et puis, là, il y a une partie alors plus masculine qui est vraiment dans un rapport de critique radicale à dire, nous, on s'informe plus parce qu'on n'y croit plus, c'est des menteurs quoi qu'il arrive, ils sont tous complices des élites politiques, etc. Et puis, enfin, dans ces défiants, une dernière partie de personnes, alors pour le coup, qui ne s'informent plus, mais c'est même plus un sujet pour eux. Ils se sont complètement détournés de l'information. Donc on a ces différents types de profils, ça a évolué. En plus, en fonction des âges et des catégories sociales, il y a des sous-catégories. Et du coup, je crois que, comme le disait Thomas, là où avant on avait quelque chose d'assez descendant, avec des moments un peu cathédrales, on parlait de messe tout à l'heure, mais finalement on regardait à peu près les mêmes choses. Aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête et on se retrouvait, surtout les plus âgés d'entre nous, avec des outils où tout va très vite, des applications qui nous envoient des notifications, des alertes, les réseaux sociaux, et du coup on se perd. Et cette question de l'attention, elle est cruciale et beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Et l'attention est devenue en fait un bien économique qu'on va aller chercher pour et l'information gratuite derrière le pendant, c'est de l'annonce, c'est de la publicité, c'est des données. Je pense que Thomas pourra vous en reparler. On vend vos données de navigation, vos habitudes sur les réseaux sociaux, ça a de la valeur. Donc vous nourrissez gratuitement en fait des gens qui vont après faire du business avec vos comportements informationnels. Donc ça c'est la première partie de ce que j'ai cherché à analyser. Et ensuite, dans un effort aussi d'ouvrir un peu la fabrique informationnelle, j'explique ce qui s'est passé pour la profession journalistique. Parce que dans notre réflexe qui est de rejeter les médias en masse sans discernement,
et souvent on les critique tout en continuant à les regarder, eh ben on oublie de dire qu'il y a différentes pratiques journalistiques. Et si on sait que dans le monde de la santé ou de l'éducation, les conditions de travail se sont dégradées au point que certaines personnes n'arrivent plus à bien faire leur métier, mais il faut comprendre que dans le monde de la presse et des médias, c'est la même chose. L'arrivée d'Internet, l'arrivée des premiers journaux gratuits, le fait que les annonceurs se soient éloignés, a complètement déstabilisé un fonctionnement séculaire du monde de la presse. On a demandé aux journalistes de maîtriser de plus en plus d'outils, d'être des journalistes Shiva, sachant écrire, maîtriser les réseaux sociaux, enfin faire du fact-checking. Voilà, le nombre de compétences qu'on leur a demandé à augmenter, mais on a diminué les effectifs, on leur a laissé moins de temps, ils ont eu moins de temps d'aller parler sur le terrain. Donc ça n'excuse pas le fait qu'il y a eu des erreurs, parfois même orchestrées par certains, mais voilà, il faut savoir faire son mea culpa et dire que voilà, sur l'affaire du pont de Ligonnès ou d'autres choses, il y a des erreurs qui sont faites par les professionnels, mais il faut aussi comprendre que c'est une profession qui souffre d'un fonctionnement économique, et que aujourd'hui, on sait que 80% des médias sont possédés par des Bolloré et consorts, et que quand ils rachètent des rédactions, ça a des effets sur le fonctionnement, sur parfois l'indépendance des médias. Donc là-dessus, il faudrait que la loi change, mais il y a aussi plein de journalistes qui arrivent encore à bien faire leur métier, y compris dans ces rédactions-là, et qu'on peut faire de l'investigation, qu'on peut faire plus de pédagogie, qu'on peut faire du fact-checking. Voilà. Et donc, il faut arriver à comprendre ce fonctionnement-là pour savoir où donner de la tête. Et je pense que, moi, depuis que j'ai fait cette enquête, je fais énormément d'éducation aux médias. J'enseigne dans les écoles de journalisme, mais toujours en donnant ce contexte-là, en disant, vous, journalistes, futurs journalistes, vous allez évoluer dans ce contexte, mais le public aussi auquel je m'adresse en faisant l'éducation média, j'ai dit, vous avez le droit de reprendre la main là-dessus. C'est même vital aujourd'hui que vous choisissiez en conscience les supports d'information que vous allez consulter, et que l'on puisse aussi rétablir en fait des espaces de discussion où on n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins la controverse peut être organisée et la discussion sereine, fertile. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On a un monde qui est polarisé, où justement pour capter l'attention, on va formuler les choses de manière très clivante, on va opposer les gens dans un monde très manichéen, on va dire. Et ça, je pense que tout le monde le ressent, et que en fait, au fond de nous, on a plutôt envie de s'entendre, surtout qu'on regarde les enjeux du siècle. On a devant nous des défis qui sont sans commune mesure, assez inédits, et je pense que les médias là-dedans mériteraient véritablement de recréer des sphères d'échange public. C'est important. Nathanaël, quel est votre regard de chercheur là-dessus ? Alors comment on en est arrivé là, de fait c'est une grande question. Moi je vais vous dire prendre les choses par un tout petit bout en fait, un tout petit bout qui est une anecdote, qui est au croisement entre l'anecdote et un phénomène de société. Si on regarde ce qui s'est passé avec Greta Thunberg, on la connaît tous là, avec ces deux couettes là, elle ressemble à ma fille, bref comme deux gouttes d'eau. Une bouille comme ça, fort sympathique. Et fort sympathique, sauf quand elle s'adresse à Donald Trump. Et donc, Greta Thunberg, à la fin de l'été 2018, elle a 15 ans et demi, et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a lu des articles, et elle a lu des articles scientifiques sur les questions environnementales. Quand on l'écoute, on peut identifier avec une grande précision les articles scientifiques qu'elle a lus. Et il y a une idée qui a cheminé en elle, qui a germé, où elle s'est dit, mais c'est pas possible, j'apprends des choses là, en lisant des articles scientifiques, que je n'apprends pas à l'école, qu'on ne me transmet pas à l'école. Il y a un écart entre les savoirs tels qu'ils sont produits par l'activité des chercheurs et les savoirs qui sont transmis à l'école. Il y a de la déperdition. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend une petite pancarte, et puis elle se met en grève. Elle se met en grève de l'école. Et comme elle en a un petit peu sous la semelle, elle va s'installer devant l'Assemblée nationale de Suède. Et puis elle fait la grève de l'école. Et puis on passe, on se demande un peu qui est cette gamine avec ses deux couettes, etc. Et puis de fait, elle en avait beaucoup sous la semelle, et puis ça a été le début d'une grande aventure pour elle. Et puis pour de nombreux jeunes, des milliers, on peut même dire des millions de jeunes à travers le monde, qui à un moment donné se sont mis en grève de l'école.
Alors, dans cette affaire, en fait, on a Greta, on a des savoirs scientifiques, on a de l'école et on a des politiques. Et elle est futos, la gamine, parce que elle a compris que l'école, c'était politique. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont pigé. Les enseignants, ils le savent parce qu'ils reçoivent des réactualisations des programmes scolaires tous les 2 ans. Et donc, du coup, ils ont compris que oui, de fait, il devait y avoir quelque chose de politique derrière l'école. Quand bien même, ils ont aussi intégré que à l'école, on ne fait pas de politique. Voilà. Parce que si on fait de la politique à l'école, bon, on est viré, c'est aussi simple que ça. Pourquoi on fait pas de politique à l'école? Pour respecter la politique de l'école. Voilà. Et la politique de l'école qui, entre parenthèses, s'est vendue pour pas cher au marché. C'est-à-dire, c'est une politique néolibérale. Et de fait, qui omet la transmission de certains savoirs. Alors, après, à partir de là, je pense que cette petite anecdote et ce phénomène derrière de jeunes qui disent « je fais la grève de l'école parce que les savoirs réels qui concernent le devenir du monde n'y sont pas transmis », ça nous met devant un élément absolument phénoménal. Nous avons un problème de savoir à l'école. Et dans les milieux intello, entre guillemets, on se dit « Ah, mais comment ça se fait ? On sait pourtant le débat sur les questions environnementales, là, pour épingler une chose. On est tous d'accord avec le fait qu'il y a des problèmes environnementaux, systémiques, etc. » Ben, en fait, non. En fait, non. Une petite partie de la population est d'accord et partage ces éléments-là, mais l'ensemble de la population française apprend une toute autre chose à l'école. Il n'y a pas de transmission, très peu, ça arrive petit à petit, etc., mais de transmission sur la composante proprement systémique qui peut faire problème. Et un tout petit exemple pour illustrer ça qui moi, me marque et m'affecte en fait profondément. On a le GIEC, le groupe des experts intergalactiques, intercontinentaux sur l'évolution du climat. Ils écrivent des rapports. Et là, le 6e rapport est sorti l'année dernière. Le 6e rapport, il fait 12 000 pages. Il est constitué de 3 volets de 4 000 pages. Comment c'est que les responsables, comme les scientifiques savent que les responsables politiques ont quand même peu de temps consacré à la lecture, ils ont fait des résumés à l'intention des décideurs. Chacun des résumés fait 40 pages, donc ça fait 120 pages. 120 pages écrites en anglais. Vous pouvez regarder sur votre smartphone, là, etc. On peut les télécharger, ces rapports à la destination des décideurs en anglais. Mais personne en France, au niveau des gouvernements, les gouvernements sont signataires des rapports du GIEC, ne s'est dit mais attends voir, les Français en fait ils parlent pas anglais, ils parlent français quoi. Donc on va les passer dans DeepL, on va payer 1 000 € à quelqu'un qui va vérifier la traduction de DeepL, et puis au moins les 120 pages on va les avoir en français. Puis un autre qui aurait dit mais attendez, en fait les scientifiques ils sont un peu dans leur trip. De fait ils sont un peu dans leur trip, ils ont pas un langage qui peut être difficile d'accès, donc on va juste faire passer ça dans les mains d'un pédagogue. On va en avoir pour 2 000 €, et puis il va nous pondre 12 pages, et 12 pages qu'on va transmettre à tous les collégiens de France, ou tous les lycéens de France, pour qu'ensuite ils reviennent et ils montrent ça à papa et maman. Ben non, de fait, ça c'est des savoirs qui dérangent, de fait, et qui vont déranger aussi l'ordre établi, oui, et ben du coup on préfère les cacher. Alors, vous pointez effectivement quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que vous dites le savoir, le bon savoir, celui qui est aujourd'hui utile et même nécessaire, n'est pas mis à la disposition de tous. Et donc, il y a un déficit d'accès au savoir. Mais n'y a-t-il pas par ailleurs, et je suis évidemment totalement prêt à souscrire à ce que vous dites, mais n'y a-t-il pas par ailleurs un autre décalage, ou en tout cas une autre nouveauté, qui est notre rapport différent au savoir? Pendant très longtemps, évidemment, il y avait une sacralisation du pouvoir. On respectait le savoir, et on respectait ceux qui en étaient les dépositaires et les incarnations. Et on voit bien qu'on a un rapport au savoir qui est de plus en plus brouillé, et un respect de l'expertise et de la science qui est de plus en plus flottant. C'est-à-dire, chacun se prétendant expert de soi-même et du monde, la parole scientifique est de plus en plus décrédibilisée. On le voit bien, on l'a vu évidemment au moment du Covid, mais ça c'est tarte à la crème, mais en fait, on le voit un peu en toute chose. Et c'est précisément ce nouveau rapport au savoir, et je dirais même derrière, à la vérité et aux faits, qui me semble
introduire quelque chose de nouveau. Ça m'intéresse de vous faire réagir tous les trois là-dessus, et alors Anne-Sophie bien sûr, et aussi Thomas, parce que c'est précisément quand on remet en cause les faits, le savoir et les scientifiques qu'on peut, j'imagine, sombrer dans une espèce de dérive complotiste. Juste pour rebondir sur ce que disait Nathanaël, les jeunes qui bifurquent en ce moment, vous avez dû en entendre parler là, avec à AgroParisTech, la remise de diplôme, où certains disent on va pas s'inscrire dans le modèle dans lequel on a été formaté. Moi, j'ai bifurqué moi-même, c'est-à-dire que mon labo de sciences économiques à l'époque, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un discours économique alternatif, altermondialiste, qui posait des questions que je ne voyais pas traiter dans le cadre universitaire, j'ai commencé à creuser par moi-même, et heureusement il y a quand même de l'information accessible. Greta Thunberg n'aurait pas pu lire tout ce qu'elle a lu sans avoir accès à Internet, à des sites comme Google Scholar qui nous permettent d'avoir en fait sans filtre accès à ces savoirs scientifiques. Donc le rapport du GIEC n'a peut-être pas été traduit par les instances gouvernementales, mais on en parlait hier soir. Il y a une association pour un réveil écologique qui en a fait une synthèse, et vous avez peut-être vu dans les gares, ou pour ceux qui passent de temps en temps à Paris, sur les panneaux publicitaires dans le métro, ils ont fait un QR code en disant ce soir c'est pas burger, c'est rapport du GIEC. Donc il y a aussi une société civile qui aujourd'hui devient son propre média. Une personnalité comme Jean Covici qui est très critique à l'égard des médias, et qui les critique justement parce qu'il estime qu'ils ne parlent pas assez bien des questions climatiques. Quand on échange avec lui, il dit « Je suis devenu mon propre média. Regarde, maintenant je suis un influenceur très suivi sur LinkedIn, j'ai ma chaîne YouTube, mes conférences influent nombre d'étudiants. » Et voilà, donc en effet, chacun peut personnifier l'information, l'incarner, la diffuser. Voilà, donc ça c'était la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'était le rapport au fait, au savoir, oui. Et la capacité du coup à entrer dans ce qu'on appelle des vérités alternatives. À partir du moment où les faits qu'on a sous les yeux, on les conteste, on est prêt à en croire d'autres. Oui, alors ça là-dessus, je pense que Thomas pourra aussi bien rebondir. C'est vrai qu'en tant que journaliste, la question c'est cette question de comment est-ce qu'on narre le monde, quelle vérité on va aller chercher, comment l'expliquer. Et je pense que moi, parmi les choses que je suggère, c'est de pas hésiter quand on est journaliste à expliquer d'où on parle, un peu comme tu l'as fait en début de la conférence. Je viens de tel milieu, j'ai eu telle éducation, j'ai eu telle approche dans mon enquête, je pouvais peut-être penser ça. Je trouve que ce rapport de confiance que l'on doit recréer doit passer aussi par une certaine transparence sur qui on est, comment on a travaillé, quitte à pouvoir aussi parler de ça au départ. Mais je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a besoin de rassurer et d'être très clair sur cette fabrique. C'est peut-être un petit élément de réponse, mais je pense que Thomas peut compléter par d'autres. Mais en fait, le problème, c'est que la vérité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la vérité, comme une notion commune que nous partagerions tous, ça n'existe pas. Et il y a autre chose qui n'existe pas et qu'on exige en permanence des journalistes professionnels. C'est l'objectivité. L'objectivité, ça n'existe pas non plus. Et donc, au lieu de demander la vérité et l'objectivité aux journalistes, moi, je suggère qu'on s'intéresse aux faits et à l'honnêteté. Finalement, ça nous permet d'éviter de ce problème-là. Et le problème de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, c'est justement cette double illusion qu'on partageait la vérité avant et qu'elle continue à exister aujourd'hui. Je voudrais qu'on se remette un tout petit peu en janvier 2017, le 21 janvier 2017. On est à Washington, aux États-Unis, et c'est l'inauguration de Donald Trump. Donald Trump, si vous avez peut-être déjà vu ces images-là, c'est sur les très grandes pelouses qui sont entre la Maison Blanche et le Capitole. Il y a beaucoup de monde, des drapeaux, c'est l'Amérique. Attention, on en met partout. Et il y a une espèce de question, de comparaison qui se fait entre l'inauguration du président Obama en 2008 et du nombre de personnes qui étaient présentes ce jour-là, en 2009, et l'inauguration de Donald Trump en 2017. Le porte-parole de la Maison-Blanche, donc la parole officielle du nouveau président élu, explique lors de sa conférence de presse que jamais, au grand jamais,
il n'y a eu autant de monde à l'inauguration que pour Donald Trump. Que l'inauguration de Donald Trump, c'est la meilleure du monde, depuis toujours, c'est la meilleure. Jamais d'inauguration meilleure que ça, c'est la meilleure, la plus meilleure, la géniale meilleure. Hein? Et donc, il explique ça. Et le correspondant de CBS, le journaliste, il est un peu comme moi dans bien des situations ces dernières années. Il est un peu perdu, c'est-à-dire qu'il se rend bien compte que le mec en face lui dit n'importe quoi, mais il sait pas très bien comment réagir. Et là arrive Kellyanne Conway, la conseillère en communication de Donald Trump. Et quand on lui montre les photos de 2009 et de 2017, dans lesquelles on voit clairement qu'il y a beaucoup plus de monde pour Obama que pour Trump, elle dit, eh bien, le problème, c'est pas votre vérité, c'est que nous avons des faits alternatifs. Pardon? Excusez-moi. Des faits alternatifs? Alternative facts, comme disent les Américains. Ça fait en plus vachement classe de le dire en anglais. Parce que si les politiques parlent pas anglais, parfois les journalistes, on parle anglais. Mais ça, c'est un autre type de problème. Mais c'est parce qu'ils sont bien meilleurs. Oui, non, mais il y a, et donc, je crois que ce jour-là, on s'en est pas rendu compte, mais le monde a basculé. Et le monde a basculé parce que l'incarnation d'une parole publique dans une démocratie pluraliste, qui était donc soumis à une forme de critique. En gros, ce jour-là, ce qui explose, c'est notre modèle. Et le fait que les médias constituent une forme de contre-pouvoir, mais pas de contre-pouvoir pour le pouvoir, de contre-pouvoir pour tous. Et que quelque part, les médias doivent jouer ce rôle d'arbitre, en fait, dans un débat public. Mais je te pose une question, qu'est-ce qui fait que les gens y croient ? Parce que précisément, la parole, en plus, la parole publique, la parole politique a énormément perdu de sa valeur. Donc le jour où précisément le président des États-Unis affirme publiquement un énorme mensonge et que tout le monde peut observer comme un énorme mensonge, qu'est-ce qui fait qu'on bascule et qu'on croit à ce mensonge ? Je sais pas ce qui fait profondément la bascule, mais je voudrais vous donner 2 chiffres qui montrent l'ampleur de ce basculement. Donald Trump, selon les instituts de fact-checking aux États-Unis, qui sont des instituts très sérieux dans lesquels ils sont bipartisans, c'est-à-dire qu'ils ont des journalistes qui sont des 2 couleurs politiques, républicains, démocrates, ils vérifient le contenu des paroles prononcées par les candidats. Donald Trump, durant la totalité de la campagne de 2016, il n'a prononcé 4% de propos vrais. 96% de ce qu'il a dit était faux. Et c'était pas un petit peu faux. Hein, parce qu'ils ont cette manière de calculer. Il y a le vrai, l'un peu vrai, l'à peu près vrai, le faux, l'un peu faux, et ils ont été obligés de créer une catégorie pour Trump. Non mais je rigole pas. C'est vraiment, ils ont été obligés de créer une catégorie qu'ils appellent en anglais Pants on Fire, littéralement le futal qui brûle. Et 25% de ce qu'il a dit durant l'année 2016 est de cette catégorie. À titre de comparaison, Hillary Clinton, elle prononce 75% de propos vrais durant la campagne. Donc, ceux qui essayent de faire une forme de comparaison entre Trump et Clinton ne comprennent pas qu'on est dans un truc stratosphériquement différent. Donald Trump, 4 ans de présidence, ce sont 25 000 mensonges documentés, recensés par le Washington Post. 25 000 en 4 ans. Mais je veux dire, même si on se donnait la mission de prononcer 25 000 mensonges en 4 ans, mais on n'y arriverait pas. Hein, et pour vous donner une petite idée de ce à quoi ressemblent les mensonges qu'il a prononcés. C'est-à-dire que c'est pas juste le chômage c'est 4% alors que c'est 4,5%. Non. Il y a un truc qu'il a dit 271 fois. Nous sommes en train de construire le mur avec le Mexique et ce mur, nous le construisons à la frontière sud de l'État du Colorado. Alors il y en a 2-3 qui rigolent parce qu'ils ont des notions de géographie américaine et qui se rendent compte que l'État du Colorado, il est pas un petit peu à la frontière mexicaine, même pas moyennement à la frontière mexicaine, il est à 2000 km de la frontière mexicaine. Donc ce n'est pas du tout possible un truc comme ça. Et pourtant, il le dit, et pourtant il le répète, et à la fin, des gens y croient. Pourquoi ils y croient ? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'ils y croient vraiment ? On pourra jamais vraiment le savoir non plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils adhèrent à tout ça, et que quand ils adhèrent à Trump, ils adhèrent pas tant à Trump qu'ils rejettent tout le reste. Hein, et on rentre aussi dans cette espèce de terrible mécanique qui est aussi liée à l'univers numérique, parce que
Quand vous voyez toute la journée des trucs qui disent que les Mexicains sont tous des violeurs, que les Noirs de Black Lives Matter sont tous des assassins, que les islamistes les musulmans, sont tous des terroristes, et ben à la fin de la journée, vous commencez à le croire un petit peu. Et au fur et à mesure, eh bien, vous commencez à douter, à basculer, à vaciller. Ce phénomène, on parle de questions politiques, mais il est aussi vrai sur les questions sanitaires. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a qualifié l'époque que nous vivons d'infodémie, l'infodémie, la pandémie de fausses informations. Et elles sont vraies au niveau politique, sur les questions de gouvernance, elles sont liées. Elles sont vraies au niveau écologique. Il y a peu de domaines dans l'information d'aujourd'hui où il y a autant de mensonges que sur les questions écologiques et autant de mensonges volontaires fabriqués par des think tanks payés des millions de dollars par des gigantesques organisations de défense de l'intérêt des pétroliers, de ceux qui exploitent les énergies fossiles. Hein, et on a aussi ce problème-là, bien entendu, dans nos questions peut-être plus locales et ce qui change, c'est pas seulement ce qu'on pense des autres citoyens, c'est aussi ce qu'on pense de nos voisins. Et c'est là que le truc devient très très dangereux, parce que si on n'est plus capable de discuter avec son voisin parce qu'on voit plus la même chose, si on n'est plus capable de débattre avec les gens qui y a à côté de nous, et ben à la fin on n'est plus capable de vivre ensemble. Et je crois que c'est aussi ça ce qui nous menace, sachant que en plus il va faire super chaud. Et donc, on va être très, très énervé. Donc, si on s'engueule alors qu'il fait de plus en plus chaud, ça va mal se passer, les copains, je vous le dis. Mais alors, je reviens un peu à ma question. Thomas a beaucoup de talent parce qu'il nous fait effectivement rire, il nous rend même hilar avec une question qui est tout à fait tragique. Et en plus, s'agissant de Donald Trump, dont l'élection en 2016 avait paru pour plein de gens une sorte d'anomalie, une sorte d'accident dont on allait en réalité se soigner, il n'a pas disparu et il pourrait revenir. Donc, à ma question qui était comment finit-on par y croire, comment tout cela est-il possible, j'en ajoute une tout aussi complexe qui est comment revient-on en arrière ou comment dépasse-t-on la situation, comment en sort-on? Avons-nous des réponses à cette question du comment en sort-on? Et puis après cette question de la guerre des informations et de la guerre des faits, on en viendra à la guerre des récits, parce que ça m'intéresse aussi de vous questionner sur la fameuse guerre des récits dont vous, Nathanaël, en particulier, vous avez fait le cœur de votre livre. Est-ce qu'on sait en sortir? Alors, et en fait, donc bon courage. Vous allez voir, je vais peut-être pas être très très courageux parce qu'en fait, j'avais préparé une réponse à l'autre question. Alors, je vais essayer de répondre à la deuxième en refourguant ma canne de la première. On va voir si c'est Thomas qui réfléchit. On change de question. C'était pas la question, mais ça sera ta réponse. Quoi, hein, c'est ça. Moi, il y a une penseuse vraiment qui m'a énormément marqué. Et je dois dire, j'ai de l'amour pour cette femme, c'est impressionnant. Elle s'appelle Hannah Arendt. Et qui vraiment, pour moi, a su saisir le XXe siècle comme peu de personnes. Et puis a su justement saisir les mouvements de son temps et être en prise avec les faits. Et à partir de là, et alors on a aussi beaucoup critiqué la dynamique intellectuelle de Hannah Arendt en disant mais elle fait du journalisme. Alors quand on dit ça dans la petite sphère des philosophes, c'est très méprisant. Et je pense qu'elle a redonné de la vigueur à la pensée de par son attachement aux faits. Et elle a à un moment donné une phrase qui est pour moi comme un aiguillon en permanence, où elle dit quand on n'est plus capable de se mettre d'accord sur les faits, on sort du giron de la démocratie. Et donc cette question des faits et de nous mettre d'accord sur les faits, à un moment donné, que les faits soient premiers, de fait, c'est à cet endroit-là que se joue la pérennité et la radicalisation de nos démocraties. J'entends radicalisation qu'à un moment donné, nos démocraties puissent être caractérisées par l'activité du législateur. Et pour l'instant, nos députés ne font pas grand-chose, c'est-à-dire ne positionnent pas les limites au cœur de la vie sociale et politique, au cœur de notre vie ensemble. Ça, c'était une première chose. Puis, une deuxième chose, pour en revenir à cette question du rapport aux faits à l'école.
À l'école en France, on n'a vraiment pas été aidé parce qu'on a eu comme ministre de l'Éducation nationale, je pense qu'il faut quand même le dire, une personne qui s'appelle Claude Allègre et qui justement est caractérisé par l'ampleur de ces mensonges construits, etc., qu'il a réussi à vendre sur les plateaux télé et puis à distiller du doute dans nos esprits. Et puis on a aussi eu une autre personne qui s'appelle Luc Ferry. Alors les choses sont moins grossières qu'avec Claude Allègre, mais de fait quelqu'un qui construit comment dire, qui est un brillant philosophe, mais avec un rapport aux faits qui est particulièrement problématique sur les questions environnementales, tout particulièrement. Voilà. Et depuis 2 jours sur les questions russes. Hein. Donc j'ai pas suivi cette affaire-là. Non mais je me permets juste d'interrompre ce que tu dis. Il a dit jeudi soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5, en gros que on savait pas ce qui se passait en Ukraine. Et il a eu cette formule exceptionnelle, les gens trancheront. Mais en fait, non, les faits sont tranchés. Ouais. Et il parlait de Mariupol, la maternité, il parlait de Boutcha, et il parlait des massacres là, dont on a sorti 450 personnes de terre, qui sont tous torturés. Et donc là, il faudrait que les gens tranchent. Mais non, c'est déjà tranché. Hein ? Pardon, excuse-moi. Non, merci. Et donc je pense que dans cette interaction, pour en revenir à cette même interaction entre l'école, l'éducation, qui est l'institution du rapport au savoir, même si bien sûr le rapport au savoir, il se joue aussi dans les liens avec le numérique, etc. Il n'en reste pas moins qu'il y a une institution du rapport au savoir qui est l'école, ou qui est censée être l'école. L'école, les savoirs scientifiques et puis le pouvoir politique, il y a quelque chose à cet endroit-là qui est blessé profondément, et donc on le voit avec ces quelques responsables politiques qui ont tordu quelque chose dans le rapport école-savoir. Et puis un point aussi important qui pose problème, et qui pose problème pour que les citoyens français soient au fait, et notamment, donc moi mon prisme, c'est les questions environnementales, c'est que aujourd'hui il nous revient de comprendre ce qu'il se passe au niveau de la matière bio-géophysique, chimique, qu'on comprenne le mouvement, la transformation en cours du système Terre. La matière ne réagit pas comme elle réagissait il y a quelques dizaines, centaines et milliers d'années, parce qu'on l'a profondément altérée. Et donc, à cet endroit-là, on a un peu quelques éléments de savoir de la biologie, de la chimie ou de la physique. Mais pour comprendre la matière, il faut aussi avoir des éléments de savoir qui sont sociopolitiques. On est aussi contraint à poser des termes, des terminologies de néolibéralisme, de capitalisme rentier et spéculatif, etc., pour comprendre à un moment donné la matière. Et donc, on a un pan entier des savoirs qui ne sont pas transmis à l'école, parce que non, attendez, ça c'est de l'idéologie, ou ben non, c'est pour comprendre justement ce qui se passe et ce qui nous arrive. Alors, pardon. Non, c'est bon. Ben, en tout cas, je voulais rebondir sur quelque chose. Ça m'intéresse de vous entendre en particulier tous les deux là-dessus, parce que en vous écoutant, subitement, je voyais le verre à moitié plein. C'est-à-dire que vous parliez de Claude Allègre, et je me souviens effectivement que Claude Allègre, donc grand scientifique, ancien ministre de l'éducation, de la recherche, etc., publie en 2012 de mémoire, effectivement, son livre sur l'imposture écologiste. 2009, pardon, je me trompe. Donc il y a une grosse dizaine d'années. Mais donc je me souviens très bien que à l'époque, ce livre rencontre un énorme succès. C'est un best-seller. C'est un best-seller. Des auteurs qui vendent 120 000 bouquins, il y en a pas beaucoup en réalité. Et donc il fait un carton avec l'imposture écologique. Il y a une dizaine d'années. Or 10 ans après, en réalité, même si j'entends ce que vous dites sur les savoirs à l'école, etc. 10 ans après, en France en tout cas, mais le phénomène est relativement général quand même, en France en tout cas, l'immense majorité de la population est acquise à la cause environnementale. C'est-à-dire que plus personne ne remet en cause les analyses du GIEC, tout le monde les partage et tout le monde comprend que nous allons devoir modifier nos pratiques de vie. Et même une majorité de Français, quelles que soient d'ailleurs les catégories sociales, disent « je suis prêt moi-même à faire des efforts et à changer mon mode de vie ». Donc en 10 ans, en réalité, en dépit de ce que vous disiez sur l'inadaptation d'un certain nombre de savoirs, n'a-t-on pas quand même, culturellement, fait une vraie bascule ? En fait, ce qui est intéressant dans la fake news ou dans ces faits
C'est quand on s'intéresse à leur contenu, on se rend compte qu'on peut y adhérer parce que c'est une façon de se rassurer aussi parfois, de pas vouloir croire à quelque chose parce que ça fait peur ou parce que ça va renforcer un biais cognitif, comme on dit, une forme de croyance. Et c'est confortable. On ne peut pas sortir de sa zone de confort. Heureusement, à l'époque, Valérie Masson-Delmotte a quand même bien débunké Claude Allègre et elle ne cesse aujourd'hui de s'emparer justement de l'audience médiatique qu'elle a pour prendre la parole, faire des longues interventions sur les réseaux sociaux. Et puis récemment, elle s'est quand même adressée pendant une demi-heure aux membres du gouvernement. La question est profondément politique, c'est-à-dire que maintenant, Macron et son équipe sont quand même au courant de ce qui se passe, ils sont briefés par les plus grands experts du pays, et politiquement, on n'a pas les traductions nécessaires. Donc ça pose une autre question qui est celle de la volonté politique. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette ère de post-vérité dont Thomas a repris un peu le contexte et la naissance post-Brexit, post-élection de Trump, moi, ce qui m'a impressionné avec Donald Trump, c'est la façon dont il a, d'une certaine manière, joué sur la légitimisation d'une certaine forme de violence à l'égard de la profession journalistique. Il y avait un documentaire dont j'ai oublié le titre, mais qui montrait à quel point il incitait les personnes qui venaient assister à ces meetings à en fait s'en prendre physiquement aux journalistes. Et certains journalistes étaient obligés de quitter les meetings parce que ça devenait dangereux. On a vu avec la crise des Gilets jaunes... ce qu'on a vu aussi en France d'ailleurs pendant la présidentielle. C'est ce que j'allais dire. Les manifs des jeunes qui précédaient les Gilets jaunes ont été aussi des lieux où on a commencé à s'en prendre à des journalistes. Moi, j'ai des personnes des JRI qui m'ont confié alors à l'époque cacher le logo de leur chaîne, et ça a créé débat à l'époque parce que s'en prendre aux journalistes, c'est pas accuser le bon messager, mais ce qui était intéressant, c'est se dire il y a une violence larvée qui à cette époque-là est sortie des écrans, et tout ce qui s'est passé dans ce contexte-là, pour moi, était symptomatique d'un profond malaise, mais du coup qui a poussé beaucoup de rédactions à s'interroger. J'allais dire, les poubelles qui brûlent devant la Voix du Nord, les journalistes qui se font agresser sur certains ronds-points, ça a été dénoncé d'ailleurs par une partie des Gilets jaunes en disant non, il ne faut pas s'en prendre à eux, mais il y a des journalistes et des rédactions qui m'ont confié avoir pris un vrai coup de massue sur la tête et se dire on a sans doute mal fait notre travail, on est passé à côté d'une certaine forme de réalité, et ça doit nous pousser justement à profondément nous remettre en cause. Et ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, du coup, depuis, il y a quand même des réflexions qui ont été lancées. On n'est qu'au début du chemin. Moi, dans mon enquête, je fais une comparaison entre notre rapport à l'information et le rapport à l'alimentation, en expliquant que dans les années 80, on a compris que il y avait des problèmes de malbouffe, d'obésité, ou au contraire d'anorexie, de scandales liés à je sais pas, c'était quoi, les lasagnes à la vente de cheval ou la vache folle. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont nées de Slow Food à d'autres démarches comme les AMAP pour recréer un lien de confiance entre producteurs et consommateurs. Et sur l'information, il me semble qu'on a pris conscience ces dernières années qu'il y avait un malaise dans notre rapport à l'information, et peut-être qu'il va nous falloir 20 ans, 30 ans pour essayer d'apprendre à faire autrement et apprendre à se refaire confiance. Je ne crois pas qu'on retrouvera un rapport de confiance total, ça n'a jamais existé, ça serait utopique de vouloir tendre vers ça, mais on peut reprendre la main. Et donc moi, c'est ce que j'explique dans mes enquêtes, c'est la profession a plein de choses à faire pour à commencer par renouer avec les fondamentaux du métier, d'une bonne investigation, d'un travail de terrain, et donc ça signifie de donner les moyens à ça. Et pour ça, il faut que d'un côté, il y ait un travail législatif qui soit fait pour assurer l'autonomie et l'indépendance des rédactions et pour modifier justement l'apparition de ces grands monopoles dirigés par des grands actionnaires. Donc il faut revaloriser le rôle de l'information. Il faut accepter de pouvoir repayer pour l'information. Aujourd'hui, il n'y a que 11% en fait des Français et des Françaises qui payent pour de l'information en ligne. Donc 1 Français sur 10, c'est très peu. Et au-delà de ça, il faut que le public, nous, consommateurs d'information, on puisse aussi être plus aguerris, acquérir de nouveaux réflexes pour s'y retrouver. Et pour ceux que ça intéresse, parce que c'est important, on parlait des fake news et des informations qui circulent au niveau des questions climatiques. Il faut savoir que c'est très organisé tout ça. Il y a eu nombre de documentaires et de livres qui expliquent à quel point la propagande, l'achat de propos scientifiques a été orchestré depuis les années 70
par l'industrie fossile. Il y a un rapport qui a été publié en fin de semaine par Greenpeace Pays-Bas, qui a fait un travail avec un institut de recherche d'Harvard, qui explique à quel point le greenwashing, le tokenisme, enfin des termes assez nouveaux, expliquent comment l'industrie fossile, sous couvert d'afficher un certain engagement écologique, en fait, fait tout pour ne pas prendre la mesure des enjeux et ne pas agir convenablement par rapport à ça. Et comme je sais qu'il y a un public de lecteurs et de lectrices ici à Livre en Marche, j'ai 2 références à vous partager qui pourraient vous intéresser et qui touchent cette question des récits et de la guerre de l'information. Le premier a été écrit par un sociologue et 2 journalistes du Monde, donc c'est Stéphane Foucard, Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, qui s'appelle Les Gardiens de la Raison. Il a été publié en 2019. Et ils expliquent à quel point, justement, il y a des réseaux d'influence qui bâtissent certaines formes de propos. Et il a fait grand bruit à sa sortie parce que, justement, ça a expliqué qu'on pouvait aussi instrumentaliser des influenceurs et qu'on pouvait aussi les acheter. Et donc, sachez toujours où vous mettez le pied et qui parle d'où. Et l'autre livre n'a pas du tout fait de bruit à l'époque de sa sortie. Mais il a été écrit par 2 grands monsieur, un qui est désormais décédé, qui s'appelle Alain Rey, que vous connaissez sans doute pour tout son travail sur les mots et la langue française, et l'ancienne voix de France Inter, Stéphane Paoli, voilà, qui animait la matinale et 2 autres émissions. Et donc, ils ont eu une correspondance épistolaire pendant 1 an, en 2014-2015, et leur livre s'appelle Causa. Et Stéphane Paoli, quand je le rencontre au début de mon enquête, je vais le voir parce que je trouvais qu'il avait une vision complexe, nuancée et très riche, justement, de cette compréhension des enjeux de l'écologie, me dit, je me suis en permanence interrogée sur ma pratique journalistique et sur ma façon de narrer le monde, en fait. Et donc, il donne un certain nombre d'exemples et il interroge Alain sur le sens des mots qu'on utilise, sur le rapport à la vérité. C'est là-dessus que je voulais reboucler sur, voilà, quand on narre le monde, de quelle responsabilité est-on investi et comment est-ce qu'on s'en approche le mieux. Et donc, du coup, ça peut ouvrir justement ce vaste champ de réflexion sur quel récit aujourd'hui peut nous aider à comprendre les choses, comment ne pas être manipulé, mais voilà, quand on voit l'effet d'un Don't Look Up, qui est un récit de fiction, et l'effet que ça a sur certaines personnes qui ont compris par là même la nature de certains enjeux écologiques, plus que parce qu'on va leur donner plein d'articles scientifiques ou autres et qui ne poussent pas à agir, ça signifie bien qu'on est entre les faits nécessaires, mais aussi le travail sur les émotions et sur l'inspiration et sur ce dont on a fondamentalement besoin. Alors justement, sur cette question des récits, j'ai une dernière question qui s'adresse en particulier à Nathanaël. Alors quand je dis dernière question, c'est parce que j'ai dit que j'allais donner la parole à la salle. Donc s'il y a des complotistes dans la salle, c'est le moment de préparer leur prise de parole, leur prise d'intervention. Justement, oui, alors je fais une blague, mais cela dit, Thomas me racontait en préparant cette table ronde que... Si tu me permets, vu qu'on parle un peu de ces questions de violence et tout, si tu me permets juste de prendre 1 minute pour raconter quelque chose au public. Ouais. Le rapport de la population aux journalistes a profondément changé au cours des dernières années. Et moi, quand j'ai commencé ce métier, j'avais un peu l'impression d'être considéré comme l'allié du peuple face aux puissants. Aujourd'hui, si je vous montrais les messages privés que je reçois sur les réseaux sociaux, on a plutôt basculé dans je suis le complice des puissants pour niquer le peuple. Et moi qui suis finalement un journaliste d'investigation, qui fait des films, qui fait pas mal de conférences comme celle d'aujourd'hui, j'ai vu monter cette violence. J'ai vu monter cette violence de manière très importante dans un cadre public comme celui-là. Parfois des questions un peu désagréables. J'ai des manifestations anti-vax lors de certaines de mes conférences. C'est pas toujours très cool, mais surtout, je voulais vous dire que, en fait, on oublie que ces questions de croyance et ces questions de désinformation, elles ont un impact dans le monde réel. Voltaire disait, ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités. Et ben ouais, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière. Je l'ai raconté dans un article de Libération qui est sorti début juillet. C'était les 40 ans d'un de mes meilleurs amis. On était une vingtaine autour de la table. Parmi les convives, il y avait quelqu'un que je connais très bien, mais qui a largement basculé dans la croyance complotiste depuis une dizaine d'années. Et il y a un moment dans la discussion qui avait chauffé un petit peu, mais bon, sans plus, quoi. Je tourne la tête et je le vois pas arriver. Il monte sur la table, il attrape une carafe et il me l'éclate sur la tête. 10 jours d'ITT, 10 points de suture, traumatisme crânien, fracture de la main droite. Et
Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis pas ça pour faire Calimero et pour que c'était si vous arrivez. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Non, mais c'est très dur pour moi moi ça crée un traumatisme terrible, une agression physique quelle qu'elle soit, et bien entendu que ça pose des problèmes. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que, y compris dans un cadre intime, dans lequel ce genre de choses ne devrait pas arriver, eh bien, c'est arrivé. Alors, ça veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, mais moi, là, dans ce cas précis, je suis un peu un lanceur d'alerte sur le fait que ces croyances et ce rapport à nos émotions permanents, eh bien, il fait que, à un moment, vous êtes tellement persuadé qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde que vous êtes prêt à tout pour lutter contre. Tout ça, ça paraît assez noble. Le problème, c'est que ces choses, elles sont pas vraies. Et donc, je pense, par exemple, à ce qui s'est passé en 2017, fin 2016 aux États-Unis, dans l'affaire du Pizzagate. C'est un truc qui disait que dans une pizzeria de Washington, il y avait un réseau pédophile caché dans le sous-sol, réseau pédophile dirigé par Hillary Clinton. Bah, il y a quand même un mec qui a été là-bas avec son M16 et qui a tiré surtout, qui a voulu faire la justice. Il se filmait sur Facebook et il disait, je vais faire pour mes enfants, je vais sauver les enfants, machin. Il s'est fait arrêter immédiatement devant la pizzeria. Ça a quand même eu un avantage, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sous-sol dans cette pizzeria. Donc, finalement, pas de sous-sol, ça élimine un peu la possibilité d'un réseau pédophile en sous-sol. Mais ça montre très bien que ces croyances-là, elles amènent aussi à des comportements. Et ce mec-là, il est donc incarcéré en janvier 2017. Il sort de prison en janvier 2021. Quelques jours à peine après l'attaque du Capitole, qui est menée par des gens qui croient au Pizzagate. Le mouvement QAnon, qui est persuadé qu'une secte pédophile sataniste dirige le monde en secret. Et donc, ce truc d'un homme seul qui s'informe et qui veut dénoncer des trucs pédophiles qu'on pourrait imaginer peut-être pas trop politiques, en tout cas pas avec des conséquences politiques au sens de ce qu'on imagine de la vraie politique, et ben ça se termine à la fin avec une tentative de coup d'État aux États-Unis. Donc, je crois qu'il faut bien avoir conscience que ces phénomènes-là sont plus prégnants, plus sous-jacent et en même temps plus puissant que ce qu'on imagine. Et donc, voilà, Calimero, c'est fini. Je vous laisse répondre. Je fais pas comme j'ai dit, du coup, je donne pas la parole tout de suite à Nathanaël. On terminera, en fait, par Nathanaël. Et comme le temps passe, je donne la parole à la salle maintenant. Si on veut bien ou rallumer ou faire circuler un micro. Et si les doigts se lèvent, super. Ah, mais il y avait vraiment des gens, en fait. Il y a donc déjà 2 doigts. On n'était pas tout seul. Il y a donc 2 doigts au moins qui se sont déjà levés. Merci. C'est des vrais gens ou c'est des fake gens? Bonjour, merci. On est devant un vrai phénomène d'anarchie de l'information. Je vais vous poser une question. L'information, c'est un produit comme une voiture, comme la nourriture, on peut dire ça aujourd'hui, vous êtes d'accord? Bon, les voitures, la nourriture, tout ça, c'est régulé. Il y a des indices de qualité, il y a des règles, il y a des normes. Est-ce que vous pouvez envisager, vous, de votre point de vue de journaliste, d'économiste même, qu'il puisse y avoir un système de quantification de la qualité de l'information et donc de pénalisation de ceux qui ne respectent pas cette qualité? La question que vous posez, monsieur, elle fait écho à un débat qui est assez ancien en France, c'est qu'il y a un ordre des médecins, mais il y a une carte de presse, mais il n'y a pas d'ordre des journalistes. Et finalement, la carte de presse, elle n'est pas conditionnée à vos méthodes professionnelles, elle est conditionnée à des critères très administratifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec la manière dont vous allez faire votre métier. Il y a un super bouquin que je me permets de vous recommander d'un mec qui s'appelle François Simon, qui s'appelle Journaliste, qui est un bouquin assez court. François Simon était un des mecs qui a travaillé avec Hubert Beuve-Méry à la Fondation du Monde et qui est resté avec lui jusqu'à la fin des années 70 et qui, du coup, interroge comment Beuve-Méry se comportait pour faire un peu un exemple de comportement vertueux d'un journaliste. Le problème, c'est que dans l'immense majorité des cas, et je pense que tu confirmeras, le journaliste, il est seul face à ses principes, il est seul face à ses engagements, et il n'a pour se protéger, entre guillemets, que la ligne éditoriale de son journal. Et il n'a pas toujours un immense soutien en interne, donc c'est une question qui est importante. Après, je vais vous dire que discuter philosophiquement de tout ça, je trouve ça super. Quand j'entends des gens qui veulent dire comment on doit faire le métier de journaliste, ça m'inquiète toujours un peu. Mais ça, c'est un autre type de problème parce que on a été marqué par le XXe siècle et par des tentatives
d'empêcher la liberté de la presse, d'empêcher tout ça. Donc, je crois qu'il va falloir que le métier de journaliste fasse son autocritique. Mais ne doutez pas d'une chose. Hein. Moi, je connais pas de profession où il y a plus de remise en cause que chez les journalistes. Tous les matins, on commence par dire quelle connerie on a fait la veille. Hein. Il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on fait ça. Donc, c'est certainement pas suffisant. C'est certainement pas assez encadré. Ça nécessiterait certainement d'évoluer. Mais je pense qu'il y a... On a aussi une vision un peu déformée des journalistes. Et plus on est critique des journalistes, plus vous allez voir passer des contenus critiques des journalistes. Et donc, il y a aussi une forme d'enfermement dans cette croyance-là à un moment et sur lequel il faut être un peu attentif. Je vais compléter la réponse de Thomas en disant qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont nés ces dernières années qui peuvent vous aider à mesurer la qualité d'une information. Alors, il faut savoir, il y a 10 ans, quand Le Monde sort le Décodex, juste après Libé, qui avait commencé aussi à faire du fact-checking, il n'y avait rien de naturel dans la profession. C'était pas notre métier d'aller vérifier les bêtises qui circulaient sur Internet. Il y avait l'historique Oxbuster qui permettait de vérifier des chaînes de mails, des choses comme ça, mais il a fallu un temps d'acculturation. Et quand l'AFP a sorti Factuel il y a quelques années, c'était quand même une étape de franchie qui montrait qu'en 10 ans, les mentalités avaient évolué et que c'était aussi un nouvel outil dans la manette journalistique que d'aider les gens à pouvoir se rendre compte qu'il y avait des infos qui circulent qui, d'ailleurs, vont plus vite que la vérité, que les vraies infos se diffusent et se propagent beaucoup plus et plus vite, et qu'on met beaucoup de temps à les détruire, à les contredire que la véritable information. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez aller consulter pour vérifier la source en fait de l'information. Il y a une initiative qui est expérimentale, qui n'a aucun qui ne peut pas censurer un problème, mais il y a le Conseil de déontologie de l'information, le CDJM. Vous pouvez aller consulter. Si un média ou un journaliste semble vous faire dire un propos qui vous choque, vous pouvez les interpeller. Alors jusqu'à maintenant, c'était ce qu'on appelle maintenant l'ARCOM, qui était en charge de répondre à ça. Mais le CDJM dit, nous, on va avoir un certain nombre de saisines et on va se prononcer pour voir si, dans ce cas qui nous a été ramené par le public, il y a lieu de censurer ou de dire aux médias qui a été à l'origine de cette erreur que, en fait, il n'aurait pas dû le faire. Donc, ça peut être un publi-reportage qui est mal signifié ou une détournation. Voilà. Donc, ça a un mérite. C'est juste un terme d'exercice. Et là aussi, ça a provoqué un certain nombre de débats en fait dans la profession. Et j'ai envie de dire, depuis quelque temps, depuis 2 ans, on a aussi des associations de citoyens qui se mobilisent. Et ça, pour moi, c'est assez inédit parce que ça n'existait pas quand j'ai terminé mon enquête en 2019. Mais Julia Cagé, qui est économiste des médias, qui a beaucoup écrit sur l'information est un bien public et qui apporte nombre de chiffres très renseignés sur l'économie des médias, a monté une association qui s'appelle un bout des médias. Et vous pouvez aller regarder le site et ce qu'il porte pour essayer de faire du lobby qui nous permettrait de faire changer, évoluer la loi et pour que les normes juridiques qui encadrent notre profession évoluent. Et donc, elle arrive à mettre derrière elle un certain nombre de personnes qui s'engagent. Et plus récemment, il y a des réseaux de citoyens qui aussi interpellent les journalistes sur les questions climatiques, écologiques, comme plus de climat dans les médias ou quota climat. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une forme de rejet du média en mode vous faites mal votre travail. C'est plutôt nous, on vous invite à mieux le faire. Et du coup, il y a une espèce d'espace qui se crée et qui permet justement d'avancer. Et enfin, dernière initiative qui est en cours, Reporters sans frontières, qu'on connaît pour ses rapports nombreux sur l'état de la presse dans le monde, les violences. Allez consulter leur site. Ils essayent aussi d'avancer avec les GAFAM sur la confiance. Donc je ne sais plus comment s'appelle l'initiative. C'est Journalism Trust Initiative, quelque chose comme ça. Ils essayent de faire avancer ça. Pareil, c'est pas évident, c'est pas facile de qualifier l'information, de lui donner un Nutri-Score ou un Yuka de l'information. Un certain rêve de ça. Je sais qu'il y a une association montée par Patrick Busquet, je sais plus comment elle s'appelle leur asso, mais qui y réfléchit en tout cas. Et ça pourrait faire partie de la solution, mais peut-être pas parce que c'est compliqué de normer, moi, j'y crois pas fondamentalement. Je suis un peu sceptique et je l'ai toujours dit à Patrick quand il est venu me présenter ça. Mais ça peut donner des repères et jalonner. En fait,
Le plus important, fondamentalement, et ça commence, on a beaucoup parlé de l'école, mais c'est d'aiguiser son esprit critique et de questionner en permanence, de se forcer à aller lire des points de vue différents de ce qu'on peut penser par soi-même. Et ça va aller avant et ça vaut toujours maintenant. Ça dit bien qu'effectivement, l'information, c'est pas un bien exactement comparable à une voiture, quand même. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, même si la question était hautement pertinente. Il y avait effectivement une deuxième main, au moins, qui se levait. Il y en a même d'autres. Alors, le micro se balade. Ok. Oui. Et après, il y aura monsieur devant. Hein. Oui. Oui, bonjour. Juste une petite remarque et une question. Remarque, c'est aussi sur la capacité de dialogue aujourd'hui, que je trouve qui est assez faible, de débat apaisé sans qu'on soit dans l'invective. Et je pense que dans le milieu médiatique, peut-être le retour de la nuance, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Le courage de la nuance, qui citait des écrivains, des débats entre écrivains, voilà, où il y avait quand même des confrontations intellectuelles très puissante, mais qui était encore capable de s'exprimer à travers des mots, des phrases, dans le respect de l'autre. Voilà. Donc je pense aussi dans cet univers, il y a aussi l'invective permanente et le fait qu'on décrédibilise très vite des pensées qui ne sont pas les nôtres. Ma question, c'était un petit peu aussi, voilà, je voulais un peu polémique aussi là, sur la fondation Jean Jaurès. J'ai vu qu'elle a fait des études sur le complotiste, le populiste, etc. Et je m'interroge s'il n'y allait pas un peu quand même, sous qu'elle anime cette soirée, enfin cette matinée, une sorte de pompier pyromane du sujet, quand je vois les études qui ont été faites pour démontrer que toutes les pensées ou les révoltes sociales, des gilets jaunes ou du bon peuple étaient forcément nourries de complotistes. Donc je veux dire, une sorte d'instrumentalisation du sujet pour excessivement et aussi dénigrer toute pensée alternative. Bon, dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès, c'est dénigrer toute pensée alternative à la Macronie pour la présidentielle, que ce soit le populisme de gauche ou de droite. Donc je trouve ça aussi un petit peu dangereux. Voilà. Donc il faut dénoncer les fake news, il y en a beaucoup, mais aussi dénoncer toutes les instrumentalisations. Voilà. Donc je voulais aussi... Je fais la réponse très courte parce que en réalité, moi, je ne suis qu'un modeste animateur aujourd'hui. Ouais. Non, il s'agit vraiment d'instruire en fait des questions et pas du tout d'instrumentaliser les questions. Et d'un mot, en fait, Monsieur fait référence effectivement à des études qui ont démontré que, en particulier, les croyances complotistes, on les retrouvait de façon supérieure à la moyenne. Par exemple, chez l'électorat de Marine Le Pen, ou par exemple dans la France des Gilets jaunes, qui se reconnaissaient dans les prescriptions du professeur Raoult. Oui. Voilà. Mais encore une fois, il ne s'agissait ni de disqualifier le mouvement des Gilets jaunes, ni quoi que ce soit. C'était une façon d'instruire une problématique. Oui, mais on peut voir des biais. Je veux dire, on peut faire une étude, vous pouvez montrer que chez le LRM ou les CSP+, un syndicaliste est forcément quelqu'un de dangereux pour la société, un cheminot est forcément un assisté qui va partir à la retraite trop tôt, etc. Donc, voilà, vous avez choisi un biais pour dénoncer tout ce qui était... vraiment pas, on je pense que c'est dangereux. Parce que les gens, aujourd'hui, qui se posent des questions, vous voyez, le questionnement n'est pas forcément complotiste. Le questionnement pendant le Covid n'est pas complotiste. Le questionnement sur le sujet des retraites n'est pas complotiste. Il y a plein de questionnements qui sont bien pas entendu, complotistes. monsieur. Mais je crois que, enfin, comment dire, moi, j'étais pas associé à ces recherches de la Fondation Jean Jaurès, mais je les connais très bien. Puisque elles ont été aussi pilotées par Rudi Reichstadt. En fait, c'était les premières enquêtes sociologiques en France sur l'adhésion aux théories du complot et grosso modo la pénétration de ces phénomènes complotistes dans la société française. Alors, comme toutes les enquêtes d'opinion, il y a des limites méthodologiques, fatalement. Il y en a toujours. Je crois pour le coup, elle comportait pas trop d'erreurs méthodologiques et que d'une version sur l'autre, elles sont améliorées, corrigées. Je voudrais juste dire quelque chose, monsieur, c'est que je crois qu'il faut pas se tromper entre le doute. Le doute, c'est poser des questions. Et je suis totalement d'accord avec vous, ça a une immense vertu. Le soupçon, c'est chercher des coupables. Et c'est plus du tout la même démarche intellectuelle. Et j'ai un peu l'impression que une partie de nos concitoyens aujourd'hui déguise le doute dans une forme de soupçon. Pas volontairement, mais parce que c'est la manière de s'informer et que dans cette logique numérique, eh bien finalement, l'idée d'un héros ou d'un grand méchant a quelque chose qui va nous amener à cliquer,
qui va encore nous amener cette espèce de dichotomie dans laquelle on nous place en permanence. Je suis pas sûr qu'elle ait un intérêt pour ces réseaux sociaux d'un point de vue politique ou idéologique. C'est un intérêt financier parce que ça nous maintient connectés à la plateforme. Et du coup, j'ai un peu cette perception-là. Et sur l'enquête qui avait été faite sur le mouvement des Gilets jaunes, je pense que vous pensez notamment à une enquête qui avait été faite par Roman Bernstein et qui montrait que à un moment où on ne savait pas qui étaient les leaders des Gilets jaunes, il s'était servi d'un outil numérique qui permettait de savoir, par exemple, que celui qu'on appelle Maxime Nicole, Flyrider, et qui nous disait être totalement apolitique, avait liké et commenté de manière très positive tous les posts de Marine Le Pen depuis 7 ans, et que ça disait quelque chose de son orientation politique. C'était indéniable de ne pas accepter que ça disait quelque chose de son orientation politique. Mais bien entendu, les enquêtes d'opinion, elles ont toujours des limites méthodologiques. Un complément Moi, un complément de Nathaël, et puis effectivement, après, on terminera par une dernière question de monsieur, pour juste respecter le timing. dire autour de la modération. De fait, c'est important qu'on puisse débattre, s'entendre, etc. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une modération qui est nécessaire pour le débat public. Et puis, il me semble qu'il faut aussi pouvoir différencier la modération qui est celle de la reconnaissance de l'autre comme un sujet pensant qui voilà, de la radicalité nécessaire pour pouvoir traverser les sombres temps qui s'ouvrent à nous. Et une radicalité qu'il est nécessaire de situer à distance de tout extrême et de la violence qui est un moyen légitime de l'action des extrêmes. Et donc, entre modération, radicalité et extrême, il me semble qu'il y a un endroit, enfin, comment dire, il y a comme des balises, en fait, pour trouver un positionnement politique collectif pour nos sociétés. Bonjour. Madame, vous parliez effectivement du discernement dans l'accès à l'information. Est-ce que finalement ça ne convoque pas la question de la parentalité en tant que modalité éducative? Est-ce que les parents n'ont pas un rôle à jouer? Est-ce que l'université a un rôle à jouer aussi, par exemple, dans les capacités auprès des étudiants, quelle information, où on peut la trouver, comment on peut la discerner, comment on peut en faire, etc. Et c'est aussi la question de la parentalité vis-à-vis des enfants. Quand on sait le temps qu'ils passent, il y a des statistiques là-dessus, devant les écrans, combien de scènes aussi plus ou moins désagréables pour leur psyché ils vivent aussi au cours de ces 8 heures passées devant les écrans, etc. Donc, oui. Est-ce que finalement, ça ne convoque pas la question de la parentalité à la lueur de vos différentes disciplines? Bah, évidemment. Enfin, je veux dire, moi-même maman, avec journaliste, mes enfants, forcément, j'imagine que ce Thomas, pareil, il les tient aussi, mais je les sensibilise et je leur explique et je refuse que ma fille qui a 11 ans ait un écran avant d'arriver en 4e et heureusement, son école aussi a déjà commencé à faire de la sensibilisation. Comme je vous le disais, depuis mon enquête, je passe beaucoup de temps à faire de l'éducation aux médias, parfois bénévolement, pour aller dans les classes et interpeller, mais il y a la question de l'accès à l'information, il y a la question du numérique et des écrans, qui sont deux choses voilà, qui se mêlent mais qui sont pas tout à fait identiques. Et puis, pour beaucoup de parents, les écrans sont devenus des babysitters assez aisés. Et je veux dire, ça m'arrive aussi parfois d'avoir besoin de leur laisser un peu. Je suis très attentive à ce que ça soit réduit dans un temps, voilà, et écouter les conseils que nous donnent aussi des spécialistes de ces sujets. Et du coup, j'en parle beaucoup avec mes enfants. Enfin, c'est quelque chose où je leur dis à quel point ça peut avoir des effets sur le cerveau. Mais les parents, il faut aussi les éduquer à un moment. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Le ministère de la Culture a aussi mis en place des directives. Il y a des opérations. Il y a des profs aussi qui font partie du réseau du CLEMI, donc qui coordonne l'éducation aux médias et à l'information, mais ça reste insuffisant. Les profs, comme je le rappelais tout à l'heure, ont des conditions de travail qui sont dégradées. Ils ont très peu de temps aussi pour faire ce travail. Mais il y a, pour moi, enfin, on l'a dit au début, hein, mais c'est un fléau, en fait, ce qui est en train de se passer.
Et dans les solutions sur lesquelles tu nous interpellais tout à l'heure, je pense qu'il faut surtout déjà apprendre à en parler. Moi, depuis que j'ai fait cette enquête, j'interroge tout le monde sur son régime informationnel. J'invite tout le monde à faire un bilan. Alors, comme on fait en permaculture quand on désigne les zones de son jardin, j'invite les gens à dire, voilà, qu'est-ce que vous consultez tous les jours? Qu'est-ce que vous consultez toutes les semaines? Qu'est-ce que vous consultez les mois? Puis après, qu'est-ce que vous mettez dans une zone 5 que vous ne regardez jamais? Et comparer ce schéma-là avec votre voisin, vos proches, et vous allez voir déjà qu'on s'informe de manière très différente. Donc on a des prismes et des biais, des façons de voir le monde qui se diffèrent. Et après, si on parle de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, éloignez-vous le plus possible. Votre attention est un bien très important, vous devez reprendre la main. Faites une grande détox, éloignez tout ça. Et puis, alors les gens ont du mal au départ à couper ça. Puis j'ai fait les expériences. Il y a 1 an, j'ai pris 70 personnes, je leur ai fait faire le régime, etc. Et une fois qu'ils avaient coupé, le problème, c'est qu'ils voulaient plus, ce que je disais à Thomas hier, ils voulaient plus revenir s'informer. Alors j'ai loupé mon coup. Du coup, là, j'ai revu le régime de manière différente pour, voilà. Mais il y a un vrai apprentissage. Et en fait, la chance qu'on a, et on a plein d'outils, beaucoup sont gratuits, qui permettent de s'organiser au quotidien et de chacun de s'interroger sur ça serait quoi la bonne information pour moi et quelle utilité elle peut avoir dans mon quotidien, etc. Mais comme je le disais, pour moi, on a 20 ans de travail, comme on l'a fait sur l'alimentation. On doit le faire pareil sur l'information. En fait, il faut la visualiser comme ça, cette denrée informationnelle. Et n'hésitez pas à interpeller les journalistes. Alors moi, je dis tout le monde, je suis accessible. Vous pouvez m'écrire tant que possible. J'essaierai de vous répondre. Mais voilà, on doit recréer ces espaces de conversation. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit. Voilà, le débat public est fait aussi pour que ça gueule, pour qu'on soit. Voilà. Mais de ça sortira quelque chose. Et ce besoin de nuance, c'est Jean Berbonne et Didier Porquerie aussi ont écrit là-dessus, c'est très important de le rétablir et de se dire que dans les choix politiques à venir, les médias ont un rôle important et je crois vraiment à la possibilité de recréer des sphères de conversation fertiles au sein des médias. Et il faut beaucoup de courage pour ça, pour remettre aussi en cause nos pratiques. Juste peut-être, on vit dans un monde dans lequel tout le monde s'imagine être un peu journaliste. Tout le monde consomme son information, crée ses chemins de consommation, parfois les algorithmes, tout ça, mais en gros, voilà, et on devient nous-mêmes des diffuseurs et des producteurs d'informations, parce que cette information qu'on voit, on la relaie parfois. Et je pense que dans un monde comme celui-là, on peut plus s'exonérer d'un tout petit peu d'éthique journalistique, de pratique, enfin grosso modo, si on veut publier de l'info, faut être capable de la vérifier un tout petit peu. C'est le grand problème de la liberté d'expression, c'est que elle ne peut exister que quand il y a la responsabilité de celui qui parle. Sinon, c'est le truc complètement dingue de devoir prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. Je vous rassure tout de suite, c'est pas possible. Donc si on laisse n'importe qui dire n'importe quoi, à la fin, on peut plus jamais déconstruire ces mensonges. Si je dis que monsieur a un compte au Caïman, il aura beau nous expliquer que c'est pas vrai, ça va être compliqué à un moment de nous démontrer que c'est pas vrai. Donc je crois qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il fait, il dit attends, putain merde, il m'a balancé, fait chier. En plus il y a ma femme à côté, je l'avais pas dit, bon c'est horrible. Mais du coup, je crois qu'on peut plus s'exonérer d'un petit peu de méthode journalistique dans nos pratiques. Et il y a un autre truc, c'est qu'en fait, et je crois que c'est peut-être le secret le mieux gardé de France, qu'en fait c'est vachement sympa d'être journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, vérifier des infos, c'est hyper cool. Et donc, vous parliez de parentalité, moi j'invite tous les parents, le soir, on est à table, ou on est avec les copains, on boit l'apéro, machin et tout, on a tous un smartphone. Tiens, j'ai vu passer ça. Ah ouais, qui l'a dit? Quand ça a été dit? Où ça a été fait? Tiens, on remonte, on pose chacun la question, et c'est génial. Et on passe un super moment, on discute, on rigole, et à la fin, on est peut-être même un peu moins con. Franchement, c'est quand même pas non plus une soirée perdue, je veux dire. Donc, je me dis qu'il y a vraiment, à mon avis, quelque chose de l'ordre de nos responsabilités individuelles, de nos pratiques, et que, en fait, mais je veux dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, pour être cool, faut douter, faut être complotiste. En gros, les journalistes, on est des salopards. Voilà. Les gens cool, ils font des millions de vues sur Internet en disant n'importe quoi. Non, moi je veux pas ça, et je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ce retournement culturel qui fait de ceux qui sont les plus sérieux ceux à qui on va accorder le moins leur confiance.
Je veux lutter contre ce truc-là, et sans dire, parce qu'effectivement, c'est terriblement prétentieux de dire, les journalistes sont trop cool. Moi, je suis journaliste. Voilà. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je vous parle pas de moi. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est plus cool de vérifier. C'est plus cool d'avoir une démarche critique que d'avoir une démarche crédule, fatalement. Et il faut que le 21e siècle, ça soit ça. C'est pas possible qu'on retourne en arrière et qu'on retombe dans l'obscurantisme. Des fois, moi, j'ai l'impression d'être dans le sketch des inconnus sur les sectes, quoi. Avec Richnou, machin. Il y a des moments, je bascule complètement, quoi. Et donc, je crois qu'il faut être capable de refaire ce travail-là. Et franchement, je vous le dis, surtout en buvant un petit coup, c'est très agréable. Donc, n'hésitez pas à faire des apéros fact-checking. Ce sera peut-être une autre ambiance que les saucissons pinards de l'époque. Mais à la fin, vous pouvez découvrir des trucs. Alors, faut un apéro sans doute maîtrisé, parce que si à la fin de l'apéro, sinon, ça peut sans doute un peu redégénérer en fake news et en théorie complotiste. C'est ça, c'est qu'il faut pas non plus trop laisser les bouteilles vides sur la table, vous avez compris? Il y a une espèce de risque à ce moment-là, quoi. Apéro avec modération. Pour ne pas trop déborder, juste une dernière sollicitation vis-à-vis de Nathaël. On a parlé donc de guerre des informations, de guerre des émotions, de guerre des ressentis, et combien tout ça, en fait, produisait précisément du brouillage. Et Anne-Sophie, tout à l'heure, parlait du confort qu'il pouvait y avoir eu dans la croyance climato-sceptique. C'est-à-dire qu'on a tous été... Je force un peu le trait, mais on a tous été climato-sceptiques assez longtemps parce que évidemment, c'était beaucoup plus confortable de se dire le problème n'est pas aussi majeur que ça. Et puis, comme vous l'avez d'ailleurs très bien montré, Nathanaël, il y a un deuxième récit qui a pris la suite, qui est d'une certaine façon tout aussi confortable, mais un peu mensonger aussi, qui est le récit technosolutionniste tel que vous le dites. En fait, la science va nous aider et la science va même nous sauver et nous permettre de faire un minimum d'efforts pour s'en sortir. Donc il y a eu un récit climato-sceptique dominant, il y a aujourd'hui encore un récit techno-solutionniste qui est très fort. Y a-t-il un troisième récit plus mesuré, plus responsable, un peu positif et aspirationnel qui nous permet d'espérer que nous n'allons pas tous mourir brûlés vivants? Eh ben, je veux bien répondre dans un petit détour. Cet été, on a eu chaud, on a vécu des différentes canicules qui ont été doublées de sécheresse. Et donc il y a eu un traitement médiatique de ces questions-là. Donc on entendait parler en boucle de combien il faisait chaud, combien on battait tel record, etc. Et puis il y a un petit truc qu'on entendait qui revenait régulièrement en disant en 2050 on aura une chance sur 2 de vivre un été comme celui qu'on a vécu. Et derrière, ça voulait dire vous vous rendez compte, la situation est quand même complexe parce que en 2050, un été sur 2 sera comme celui-là. Alors, et puis un autre traitement aussi médiatique de la sécheresse et de la canicule, ça a été de dire surtout à la fin de l'été là, on a compris. On a eu une expérience sensible du dérèglement bioclimatique et on a compris. Et donc, maintenant, il va y avoir des changements. On va appréhender l'avenir un peu autrement parce qu'on a ressenti ce que c'était. Et donc, ce traitement médiatique ou ce type de discours, il est sous-tendu par une linéarité. Ce qui s'est passé cet été, il va y avoir une ligne comme ça, et puis en 2050, la ligne elle monte un petit peu, et puis en 2050, ça sera presque tout le temps, ou une fois sur 2. Voilà. Et ça, c'est faux. C'est 100% faux. Il n'y a aucun chercheur en géosciences, en sciences de l'environnement, etc., qui peut souscrire à ça, parce que le système Terre ne fonctionne pas comme ça. Et donc, le traitement médiatique de cette question est tout simplement mensonger. Pourquoi ? Parce que appréhender l'avenir à partir de l'expérience sensible que nous avons du dérèglement bioclimatique est un leurre. Parce que l'avenir n'est pas dans le prolongement du temps présent. L'avenir est caractérisé par des points de bascule, par des ruptures et par de l'irréversibilité. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Uniquement grâce à la médiation scientifique. Sans la médiation scientifique, on ne le peut pas parce que notre sensibilité nous permet pas de comprendre ça, tout simplement. C'est des éléments, c'est des savoirs scientifiques qui ensuite, auxquels à un moment donné on peut souscrire parce qu'on a compris les processus de bascule, etc.
Et quels sont-ils? Tout simplement, c'est que sécheresse après sécheresse, les choses se sédimentent, la végétation ne pousse plus, le cycle de l'eau est altéré et il ne pleut plus là où il pleuvait avant. Voilà. Et quand bien même on a appris chacun, à l'école primaire, le grand cycle de l'eau. C'est magique ce truc, les gouttes d'eau, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, dans le pipi, dans le truc, dans le machin, pof, ça remonte et ça redescend sous forme d'eau, quoi. Voilà, c'est un espèce de grand truc comme ça qui circule. De fait, ça fonctionne pas comme ça. Il faut intégrer la donnée du territoire aussi. Voilà, il y a des territoires sur lesquels il a plu et il ne pleut plus aujourd'hui. Et puis bref. Donc linéarité, rupture. Et pour en revenir à cette question du récit, donc ça c'est j'en ai fini avec mon petit détour. Au récit technosolutionniste, un récit plutôt californien, on va dire d'une certaine façon, il est caractérisé par la linéarité, et puis il est caractérisé aussi par autre chose qui est la technique, le génie humain, et puis entendez derrière, continuons la néolibéralisation du marché, c'est-à-dire continuons de déréguler les marchés pour que des génies pondent, émergent, etc., de cette néolibéralisation, et puis trouvent des solutions techniques qui nous sortiront de l'ornière dans laquelle ils nous ont mises. Alors c'est quand même assez magique comme récit, quoi. Hein. Voilà, on demande à croire à quelque chose qui ne tient pas. Bon, et alors, est-ce qu'il y a un récit qui est de fait plus porteur et puis fondé sur des éléments scientifiques et qui politise de façon radicale à distance de toute violence? Oui, de fait, c'est un grand récit alternatif. C'est celui que j'ai cru comprendre, c'était celui qui portait en fait les organisateurs ici de ce grand salon. Et puis je pense que c'est celui dans lequel, qui porte ou accompagne la plupart d'entre vous ici, de ce que j'ai juste cru identifier en termes de sensibilité. Alors tout va bien. Merci aux intervenants, merci au public, merci aux bénévoles et bon dimanche à tous, comme disait Jacques Martin. Merci à vous.